Les amis, bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un question-réponse. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, depuis le mois d'octobre, je crois. Et mon boulot, c'est un peu de répondre à vos interrogations. Donc, asseyez-vous confortablement et appréciez les questions et les réponses. Évidemment, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. On clique aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et c'est parti. Ok, première question, ou plutôt les deux premières questions, parce qu'elles portent un petit peu sur le même sujet. On a Guillaume et Benjamin qui demandent: est-il obligé d'être présent et actif sur les réseaux sociaux pour se faire de la clientèle en tant que coach sportif auto-entrepreneur? Et Benjamin qui demande: est-ce qu'on est obligé d'être connu pour bien gagner sa vie en tant que coach sportif? C'est une question intéressante, et je pense que Benjamin, en disant connu, il veut plutôt dire populaire ou avoir un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Alors, faut pas mentir, ça aide clairement, mais c'est pas ce qui fait la fidélisation de votre clientèle. Un bon coach, il va pouvoir gagner sa vie si jamais il a des clients satisfaits. Aussi simple que ça. Et si jamais vous avez des clients satisfaits, vous pouvez ne pas apparaître du tout sur Instagram ou sur YouTube et très bien gagner votre vie. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir 12 000 clients en ligne comme certains coachs le font. Vous pouvez très bien avoir une toute petite clientèle ou même vous diversifier comme coacher en entreprise, etc. Mais si vos clients sont satisfaits, ils reviendront, ils en parleront dans leur entourage, et puis ça fera de vous quelqu'un qui réussit. Donc le meilleur conseil à prendre si jamais vous passez votre diplôme d'éducateur sportif et que vous avez un petit peu peur de l'avenir, dites-vous bien que vous n'êtes pas obligé d'être actif sur les réseaux sociaux, même si ça aide clairement à avoir une certaine visibilité, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir 100 000 abonnés sur Instagram pour pouvoir bien gagner votre vie comme coach sportif. Et d'ailleurs, il y a même plein d'influenceurs, entre guillemets, qui ont plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux et qui gagnent pas forcément bien leur vie en tant que coach sportif parce que d'une part, ils savent pas très bien gérer leur activité et d'autre part, et c'est aussi simple que ça, ils sont pas compétents. Et ça, c'est de toute façon ce qui fait toute la différence. Popularité ou pas, si vous voulez réussir, il faut être compétent. Deuxième question de Brian, on attaque fort. Est-ce que le physique de Lazar Angelov est atteignable naturellement? Alors Lazar Angelov, c'est lui, pour ceux qui vivraient dans une grotte. Même si on n'entend plus du tout parler de lui depuis qu'il s'est blessé, il me semble. Est-ce que son physique est atteignable naturellement? Alors, Lazar Angelov, je l'ai croisé plusieurs fois. 4 ou 5 fois à peu près, à certaines expos, c'était au FIBO ou à l'Arnold Classic. Et en vrai, c'est pas exactement la même chose que sur les photos. Non pas qu'il soit pas costaud, loin de là, mais la première fois que je l'ai vu, il était en survêtement, et on n'avait même pas l'impression qu'il faisait de la musculation, très honnêtement. Alors le gars est quand même bien proportionné, il est bien proportionné, il est défini, il a une belle ligne, etc. Mais il faut dire ce qui est, il est loin d'avoir une carrure très très impressionnante. Alors est-ce que son physique est atteignable naturellement? Ça c'est une fausse question, parce que ça dépend vraiment des individus. Je pense très honnêtement qu'il y en a certains qui sont capables d'atteindre ce physique naturellement, pour l'avoir croisé en vrai. Alors tous les gars là qui vont rigoler en se disant « Ouais mais Nassim, t'es un fou », est-ce que vous l'avez croisé en réalité? 99,9% d'entre vous, ou je serais même tenté de dire que la totalité d'entre vous, l'ont jamais croisé. Je l'ai croisé plusieurs fois, en survêt, en débardeur, torse nu, et je peux vous dire que c'est pas exactement la même chose que sur les photos. En bref, faut pas trop se poser la question parce que il doit quand même avoir une certaine génétique il a une certaine génétique de toute façon, des super belles insertions, une belle ligne, des belles proportions, etc. Mais je pense très honnêtement que c'est atteignable naturellement. On a une question d'Anto qui demande: est-ce que tu t'entraînes seul? Est-ce que tu es du genre à parler entre les séries tout en restant concentré sur ton plan d'entraînement, etc. Alors depuis que j'ai commencé la musculation en octobre 2006, j'ai eu 3 partenaires d'entraînement. Mon grand frère pendant plusieurs années, un collègue qui s'appelle Jocelyn, qui passait son diplôme d'éducateur sportif à peu près en même temps que moi et qui a travaillé à la même salle de sport que moi. On s'est entraîné ensemble, on a préparé des compétitions ensemble. Et le troisième, c'est Victorien, que vous connaissez. Même si on s'entraîne pas tous les jours ensemble, on s'entraîne quand même assez régulièrement ensemble. Je suis plutôt du genre à m'entraîner tout seul. Et je suis pas du tout du genre à parler. Quand je fais mes séances d'entraînement, j'ai le regard, les yeux fermés, le visage fermé, les yeux carrément inexpressifs, et je suis vraiment concentré sur ma séance d'entraînement. Je pense que c'est cool d'avoir un partenaire d'entraînement. Personnellement, j'aimerais bien en avoir un. Le problème, c'est que c'est difficile de trouver quelqu'un qui est un petit peu sur la même longueur d'onde, qui partage les mêmes objectifs et qui désire s'entraîner, qui désire pas juste passer un bon moment, discuter, etc. Même si j'ai rien contre le fait de passer un bon moment à l'entraînement de musculation. Mais moi, c'est pas mon délire. Je veux m'entraîner et pour ça, du coup, j'ai pas trouvé grand monde. Et du coup, 90% du temps, je m'entraîne tout seul. On enchaîne avec un ex-no-life bricole. Salut à toi, je me suis mis à la muscu depuis 1 an et demi, il était temps à 33 ans. Je suis tes vidéos depuis cette date et j'apprends énormément. Ma question concerne tes photos et vos photos à tous. Vous êtes tous parfaits dessus, sont-elles photoshopées? Êtes-vous congestionnés à mort? J'aimerais avoir cette info car des fois c'est déprimant de se voir avancer lentement car on se compare forcément à vous, etc. etc. Alors, c'est une bonne question. Sur les réseaux sociaux, je parle pour moi, peut-être pas pour les autres,
99% de mes photos, je suis congestionné dessus. Et je pense pas que ce soit hypocrite ou c'est mentir ou dévoiler des choses qui ne sont pas la réalité. Mon boulot, c'est la musculation. Donc, de la même façon qu'un cuisinier, il va pas vous montrer un repas dégueulasse, mal présenté. Quelqu'un qui fait de la musculation, il va pas poster des photos de lui au réveil, tout plat, pas congestionné, à froid, etc. Donc, évidemment, les photos que je poste sur Instagram, 99% du temps, je suis congestionné. La vidéo YouTube, vous voyez ce que c'est. Là, c'est complètement au repos. Il n'y a pas de congestion. Je ressemble à ça dans la vraie vie. Je peux comprendre que ce soit difficile à gérer l'image de soi en fonction de ce qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais c'est clair que tout le monde sur les réseaux sociaux, ou en tout cas tous les sportifs, tous ceux qui font de la musculation, sont congestionnés, utilisent une bonne lumière, ont un bon appareil photo, un bon objectif, et certains retouchent à mort leurs photos. Moi, personnellement, je suis congestionné, j'ai un super appareil photo, j'ai un très bel objectif, la lumière de ma salle de sport est parfaite, et puis avec le temps, on apprend à maîtriser ses positions pour se montrer sous son meilleur jour, mais je pense pas que ce soit un problème. Après, je pense que c'est plutôt à vous de faire un travail personnel en vous disant que il faut faire la part des choses entre réseaux sociaux et réalité. Et c'est pour ça que c'est toujours très très bien pour moi de pouvoir aller au salon et vous rencontrer en live, parce que là, du coup, on peut pas tricher, et on voit exactement à quoi la personne ressemble. On enchaîne avec Vince Zer, aka le dieu, sympa comme pseudo. Explique-nous pourquoi, selon toi, les tempos sont super importants, plus qu'une surcharge progressive à tes yeux. Jamais de la vie, je n'ai prétendu que les tempos ou même la contraction volontaire étaient plus importantes que la surcharge progressive. Pour moi, c'est carrément deux choses différentes. On a tempo et contraction volontaire qui rentre un petit peu dans la famille de la technique d'exécution en fin de compte, qui vous aide à maîtriser votre technique, améliorer le recrutement, et puis ensuite on a la surcharge progressive qui intervient sur le long terme pour être sûr de progresser le plus longtemps possible. Donc c'est deux choses totalement dissociées, et il n'y en a pas une qui est plus importante que les autres. Le problème c'est que, pourquoi je mets autant l'accent sur tempo et contraction volontaire, parce que surcharge progressive c'est bon, tout le monde en parle, on sait ce que c'est, on sait comment ça fonctionne, et je veux dire, il faut pas avoir bac+8 pour se douter que pour continuer à progresser, il faut augmenter vos charges de travail, augmenter le nombre de répétitions, etc., etc. Par contre, exécution, contraction volontaire, tempo d'exécution, etc., malheureusement, quand on voit en salle de sport, on voit que personne n'utilise ce genre de choses. Et à tort, parce que ça leur permettrait d'avoir une bien meilleure technique d'exécution, un bien meilleur recrutement, et à terme, de meilleurs résultats couplés à la surcharge progressive. Donc j'ai jamais dit ça, les deux choses sont complètement différentes, et de toute façon, si vous êtes là, c'est pour optimiser au maximum vos résultats. Si vous voulez optimiser au maximum vos résultats, prenez en compte les deux. Ok, on a deux questions sur le sommeil. La première de Bastien, comment organises-tu ton cycle de sommeil? Et la deuxième de Alexandra, pour un sportif, quel est le quota de sommeil profond à avoir théoriquement et comment l'augmenter si on n'en a pas assez? Alors personnellement, j'organise pas forcément mes cycles de sommeil, mais c'est juste que j'ai tendance à me coucher relativement tôt. Toujours avant minuit, et des fois même avant 23h, et je me réveille relativement tôt. En général, j'ai entre 7 et 8 heures de sommeil continu chaque nuit. Et ça, c'est plutôt cool. Et en fonction de mon emploi du temps, il m'arrive aussi de taper quelques siestes, histoire de... Mais ça, c'est parce que j'ai l'emploi du temps pour. Je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde peut se permettre. Enfin bref, est-ce qu'il y a un minimum d'heures à respecter par nuit? Le problème, c'est que c'est vachement individualisé. Il y a des personnes qui vont se sentir très très bien après 5h30, 6 heures de sommeil. Et qui vont pouvoir continuer à dormir 5h30, 6 heures pendant plusieurs années. Pendant même peut-être toute leur vie, sans avoir de problème. Et d'autres personnes qui ont besoin d'un petit peu plus, 7h, 8h, 8h30. Je pense que le mieux, c'est encore de l'expérimentation et essayer de trouver le juste milieu entre assez de sommeil et pas faire des grasses matinées. Parce que trop de sommeil, ça peut être aussi dangereux que peu de sommeil. Donc le tout est de trouver le meilleur équilibre. Moi personnellement, je sais que si je me couche après minuit, d'une, je vais me réveiller beaucoup trop tard le matin, et de deux, je vais être complètement, pas déphasé, mais j'aurais un petit peu eu l'impression de gâcher ma journée. Donc je préfère avoir des choses qui sont plutôt régulières, et je pense que c'est ça à retenir, avoir des cycles de sommeil assez réguliers pour être certain d'avoir la même forme physique de jour en jour. On poursuit avec Rudy qui demande « Salut Nassim, pour savoir comment tu fais pour démarcher un sponsor ?» C'est simple, vous leur demandez. Moi j'ai pas beaucoup démarché de sponsors, j'en ai démarché qu'un seul d'ailleurs, c'est Optimum Nutrition, et je suis toujours avec eux depuis août 2012. Et quand j'ai fait la démarche en août 2012, j'avais pas de compte Instagram, j'avais une page Facebook où j'avais 500 personnes dessus,
et j'avais fait qu'une seule compétition. Pour vous dire, hein, en gros, j'étais personne. Et j'avais tout simplement envoyé un mail sur le site d'Optimum Nutrition en anglais, où j'avais fait une petite lettre de motivation en envoyant quelques photos, et en leur demandant si jamais ils prenaient des athlètes en France. Il n'y avait pas encore d'athlètes en France à l'époque, donc j'avais dû envoyer mon mail en Angleterre. Et pour le coup, ça a marché, donc moi je pense que c'est quand même un gros coup de chance, parce que j'ai fait qu'une seule demande, et elle a fonctionné, et j'ai toujours le même sponsor depuis. Donc peut-être que je suis pas le mieux placé pour donner des conseils sur le sponsoring, parce que maintenant, c'est très très différent. Maintenant, dès que vous avez un petit peu de following sur les réseaux sociaux, c'est des sponsors qui vont venir à vous, et vous n'aurez pas besoin de les démarcher. Je trouve que c'est quand même une démarche un petit peu différente, parce qu'à mon époque, c'est moi qui faisais la démarche, justement, donc j'éprouvais le désir de travailler avec cette marque-là. Maintenant, c'est un peu différent, c'est plutôt, les choses sont un petit peu renversées, c'est totalement l'inverse. Donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, la façon de fonctionner est totalement différente. On enchaîne avec Laia Nofé. Je ne sais pas si je le prononce bien. Le timing de sa nutrition a-t-il un impact significatif sur la prise de muscle? Alors là, le mot intéressant, c'est significatif. Le truc, c'est que le timing des nutriments, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de consommer tel nutriment à tel moment de la journée. Par exemple, protéines et lipides le matin, protéines et glucides après l'entraînement, protéines et lipides avant de dormir, etc. Plutôt que de juste se fixer un total calorique et des macronutriments et de les suivre un petit peu comme vous voulez au cours de la journée. Est-ce que ça a une incidence? Probablement que oui. Je suis même persuadé que ça a une incidence. Est-ce qu'elle est significative? Là est la question. Dites-vous bien que déjà, la prise de muscle, c'est très, 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 très lent. Alors, je suis même pas sûr que de prendre en compte le timing des nutriments, ça fasse vraiment une différence visible à l'œil nu sur votre physique. C'est-à-dire que vous prenez deux personnes. Deux personnes suivent exactement le même total calorique et les mêmes totaux en macronutriments. La première ne fait pas attention au timing, la deuxième fait attention au timing. Et vous leur faites suivre cette diète pendant un an, je suis même pas sûr qu'à la fin de l'année, la personne qui ait suivi un timing précis pour ses nutriments ait une différence physique au niveau de la prise musculaire. Donc est-ce que ça vaut le coup de se casser la tête, littéralement de se casser la tête, à essayer de calculer à quel moment vous allez manger des lipides et des glucides, alors que la différence ne se verra probablement pas. Moi, j'ai décidé de ne pas faire attention parce que c'est beaucoup trop de travail pour pas beaucoup de retour en fin de compte, hein, parce que si c'est pour gagner 50 grammes de muscle à la fin de l'année, que ça se voit même pas sur mon physique, alors que j'ai passé des heures et des heures à réfléchir à quel moment je vais devoir manger des protéines et des lipides et des glucides, moi perso, ça m'intéresse pas. Donc le timing des nutriments a probablement une incidence. Est-ce qu'elle est significative? Je ne pense pas. Ou en tout cas, à toi de voir si jamais tu as envie de te casser la tête à calculer tout ça, alors que ça se fera probablement pas sur ton physique. Alors le prochain, il a un pseudo imprononçable, donc je vais pas le prononcer. Est-ce qu'à ton niveau, il y a encore des exercices dont l'exécution te pose problème? Excellente question. Alors non, je maîtrise l'exécution d'à peu près tous les exercices, voire même de la totalité des exercices. Le truc, c'est que, et c'est ça, je travaille sur ça encore maintenant, après 11 ans et demi de musculation, avec la fatigue, l'exécution a tendance à se dégrader. Et il faut pas rêver, hein, je suis pas un robot, c'est pas parce que je prône l'exécution parfaite que mon exécution est parfaite 100% du temps. Avec la fatigue, avec l'épuisement des séances, des séries, etc., forcément mon exécution elle se dégrade. Donc ce que j'essaye de faire, encore maintenant, c'est de travailler sur le maintien d'une exécution parfaite sur toutes les séries, sur toutes les répétitions de toutes mes séances de musculation. Et même si j'y arrive plutôt bien, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc non, l'exécution des exercices ne me pose pas de problème. Par contre, maîtriser une bonne exécution avec la fatigue, ça j'y travaille encore. On continue avec Louis. Salut Nassim, existe-t-il des moyens naturels alimentaires pour favoriser la sécrétion de testostérone? On m'a parlé des brocolis. Alors les brocolis, effectivement, c'est bon pour la santé, hein, mais est-ce que ça va faire augmenter ton taux de testostérone de façon significative? La réponse est non. Et même si ça le fait augmenter, le fait que ta testostérone varie dans des limites physiologiques naturelles, ça va pas avoir d'incidence sur ta prise de muscle. Et c'est ça où est le problème. C'est que vous imaginez qu'en mangeant du jaune d'œuf ou du gras à foison, ça va augmenter votre taux de testostérone. La réponse est non. Et même si ça l'augmente, ça n'aura pas d'incidence sur votre prise de muscle. Pas trop de quoi se casser la tête par rapport à ça. Les aliments qui boostent la testostérone, ça existe probablement, mais ça n'aura pas d'effet visible sur ta prise de muscle. Donc vaut mieux pas se prendre la tête avec ça. Sans tenir à avoir une alimentation variée et équilibrée, et je pense que c'est déjà beaucoup de boulot. On enchaîne avec Anne. Hello Nassim, tes vidéos sont toujours intéressantes, merci Anne. Un sujet qui m'intéresserait serait la relation parfois malsaine qui peut se créer entre la nourriture et le pratiquant sportif. Quand manger sainement en vient à nuire à nos performances, et en voulant trop bien faire, on finit par mal faire. Toute cette tendance sport, santé, nutrition qui est très bien mais qui peut devenir obsédante pour certains, être contre-productive en termes de résultats sportifs.
Alors c'est pas une question Anne, mais c'est un sujet quand même intéressant, donc je pense qu'il faut que je le traite. Alors c'est clair que le rapport à la nourriture peut vite tourner à l'obsession, surtout pour les sportifs, qui plus est, ceux qui cherchent à modifier leur physique, à modifier leur silhouette. Ça peut vite tourner à l'obsession, et je sais pas s'il y a vraiment des conseils que je pourrais vous donner sur le sujet, mais il faut savoir que moi, quand j'ai commencé la musculation, ou plutôt il y a quelques années en arrière, quand j'étais dans ma période, je veux préparer des compétitions, j'étais beaucoup plus extrémiste que ça, c'est-à-dire que je pouvais rester plusieurs jours à avoir une diète carrément restrictive à base de légumes verts et de poissons blancs, et au bout de certains jours, je craquais parce que de toute façon, on peut pas tenir des diètes aussi restrictives. Et le truc, c'est que avec l'expérience, et peut-être avec la maturité aussi, j'arrive à avoir une diète beaucoup plus, satisfaisante, sans être obligé d'avoir ces périodes d'extrémisme où je vais me restreindre et je vais partir en vrille en mangeant tout et n'importe quoi pendant plusieurs jours. Je pense que c'est surtout indépendant au caractère de chacun. Moi, avec l'âge, entre guillemets, même si je suis pas un vieillard, disons qu'avec l'âge et la maturité, j'ai appris à vachement relativiser en fin de compte, et de plus associer, ce que je mange avec ce que je suis. C'est pas parce que je vais craquer sur un paquet de gâteaux que je suis une mauvaise personne. C'est pas parce que je vais manger des asperges et des brocolis que je suis un vaillant, que je suis un guerrier. Absolument pas. Ce que je mange ne me définit pas forcément. Ou en tout cas, ce que je mange à l'instant T ne me définit pas forcément. Ce que je mange sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, là par contre, ça va être beaucoup plus significatif. Et ce qu'il faut chercher, c'est un équilibre. Alors je sais que c'est bateau comme conseil de chercher un équilibre, mais à mon avis, il faut juste ne pas trop s'en faire, arrêter de stresser sur la question et arrêtez d'imaginer, et ça je vais y répondre sur la question d'après d'ailleurs, arrêtez d'imaginer que les personnes que vous voyez sur YouTube, sur Instagram, etc. ne mangent que des bons aliments, entre guillemets, 7 jours sur 7. C'est absolument pas le cas, et c'est d'ailleurs loin d'être le cas, hein, parce que, et je sais de quoi je parle, certaines personnes qui sont très bien développées physiquement mangent absolument n'importe quoi. Bon, après, ils se font aider par des produits, etc. Mais disons que faut pas croire que tout est beau, tout est rose, absolument pas. Donc, on arrête de stresser, et tout ira bien. Et c'est pour ça que je vais enchaîner avec cette question précisément. Comment arrives-tu à tenir une diète aussi propre et à tenir tes calories journalières sans tomber dans l'écart incontrôlé ? Alors encore une fois, n'imaginez pas que les personnes que vous suivez sur YouTube et Facebook et Instagram sont parfaites. Moi, c'est absolument pas le cas. Imaginez pas que tous les jours, j'ai mon total calorique et je ne dévie jamais. Je dévie plus souvent que je suis à la lettre mon total calorique. Et ça, de toute façon, et je m'en cache pas, hein, je vais pas essayer de vous faire croire que je mange des asperges et des brocolis à longueur de temps. Alors, peut-être que, effectivement, je montre souvent des repas relativement diètes sur mes réseaux sociaux. Parce que, de toute façon, je mange plutôt bien. Mais faut pas imaginer que je ne craque jamais. Mais j'appelle même plus ça des craquages parce que j'ai passé cette étape-là. Quand j'ai envie de manger un truc, 90% du temps, j'arrive à le faire rentrer dans mes macros. Si c'est pas le cas, je le mange quand même, en règle générale. Parce que je sais que, de toute façon, sur le long terme, ça va pas avoir tant d'incidence que ça sur mon physique. Et même si ça en a une, tout est une question d'équilibre. Des fois, je suis prêt à prendre le risque, entre guillemets, et à prendre un petit peu plus de gras pour me faire plaisir. C'est aussi simple que ça. Et même si c'est mon métier, même si je vis de la musculation, je pense pas que ce soit une excuse pour... en tout cas, moi, je ne veux pas être obligé de me restreindre H24, 7 jours sur 7. Je veux prendre du plaisir à manger, même si, dans l'énorme majorité du temps, je mange plutôt bien, entre guillemets. Donc, à la question comment arrives-tu à tenir une diète aussi propre ? La réponse est je ne la tiens pas. C'est juste que j'ai un équilibre que j'arrive à tenir sur le long terme et c'est ça qui me fait avoir des résultats en fin de compte. Et on continue sur la diète avec une question de Raphaël qui demande est-ce que cela ne te prend pas trop de temps de compter tes calories sur chaque repas compte tenu de la variété de ce que tu manges ? Alors, encore une fois, n'imaginez pas que je compte absolument tout ce que je mange 7 jours sur 7, toutes les semaines, toute l'année, c'est absolument pas le cas. Et de deux, il y a plein de choses que je ne mesure plus. C'est-à-dire que les légumes verts, enfin les légumes en général, je les mesure plus. J'estime la quantité à l'œil. Et même si je me trompe de 10, 20, 50 grammes, c'est tellement peu calorique que ça n'aura que très peu d'incidence. La viande, je la mesure très peu souvent. Le poisson, je le mesure presque plus. Il y a les féculents que je mesure de temps en temps, mais encore une fois, avec l'habitude, vous développez certains automatismes, et avec l'application MyFitnessPal que j'utilise, vous avez les aliments qui sont enregistrés, donc virtuellement, je passe presque plus du tout de temps à mesurer en fait ce que je consomme. La seule chose que je fais régulièrement au quotidien, c'est entrer ce que je mange dans mon application. Tout ça pour avoir une preuve et être capable d'en tirer des enseignements par rapport à ma progression. Mais je mesure presque plus rien, tout simplement parce que j'ai développé des automatismes et c'est pour ça que je vous encourage à le faire parce que ça peut être chiant les quelques premiers jours, les quelques premières semaines, mais au bout d'un moment,
ça deviendra une seconde nature et ça vous aidera beaucoup mieux à gérer votre diète. On continue avec une question de Jeanne qui est très intéressante. Es-tu pour ou contre le travail agoniste-antagoniste dans une même séance? Par exemple, un exercice de tirage et un exercice de poussée. Ou encore, par exemple, pour une séance jambes, es-tu d'accord de faire du leg extension puis du leg curl enchaîné? Alors, je suis totalement d'accord. Je suis complètement partisan des supersets, surtout agoniste-antagoniste. Et même si c'est pas un truc que j'utilise très souvent, mais je pense que ça peut être une excellente façon de gagner du temps, et de deux, je suis tombé sur une étude il y a quelques semaines qui montrait que non seulement ça permet de gagner du temps, mais en plus que ça permet d'augmenter le volume d'entraînement. Et c'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris, mais bon, c'était dans l'étude scientifique, je vous la mets dans la description, je vous mets la référence dans la description, vous pourrez jeter un coup d'œil. Donc totalement, superset agoniste-antagoniste, si jamais tu veux gagner du temps et si jamais tu trouves ça fun, eh ben non seulement ça te permettra de gagner du temps, mais ça peut potentiellement améliorer ta progression. Donc si jamais c'est quelque chose que t'aimes faire, je t'encourage à continuer à le faire. On enchaîne avec Amine, muscler le cou, est-ce que c'est possible ou pas? Comment le faire? Alors oui, c'est possible, il y a même beaucoup de sportifs qui le font, les rugbyman, les lutteurs, les judokas, les boxeurs aussi. Et en fait, il y a deux mouvements principaux. Le neck curl, où vous allez faire des flexions, et les extensions, où vous allez faire forcément des extensions. Vous avez plusieurs appareils pour travailler le cou. Vous pouvez acheter des harnais pour attacher un disque ou un haltère et faire des extensions ou des flexions. Ou vous pouvez plus simplement vous allonger sur le dos ou sur le ventre, mettre un disque soit sur votre crâne, soit sur votre front, et faire des extensions ou des flexions. Est-ce que ça a une utilité? Alors forcément, s'il y a des sportifs qui le font, c'est que ça a une utilité. Est-ce que esthétiquement c'est joli? Moi j'aime pas trop les gros coups, je trouve que ça fait tout de suite coup de taureau, et déjà que c'est difficile de fermer des chemises quand on fait de la musculation, alors avec un gros coup, je vous imaginez un petit peu le bordel. Donc moi j'en fais pas trop, j'essaie d'en placer un petit peu plus, parce que je pense que niveau santé ça peut être intéressant pour les cervicales. Avec la musculation on peut avoir tendance à se déplacer un petit peu des cervicales, donc muscler son cou et ses trapèzes, point de vue santé ça peut être intéressant, mais esthétiquement moi je suis pas trop fan des gros coups. Mais Amine, si jamais ça t'intéresse, sache que c'est possible et qu'il y a plein de moyens de le faire. On a une question de Yvan qui demande: salut Nassim, aimerais-tu développer ton activité de façon internationale? Alors pourquoi pas? Qui n'aimerait pas développer son activité de façon internationale? Mais je pense qu'il y a déjà plein de choses à faire en France. Et il y a encore plein de choses à faire. Déjà, il y a déjà plein de choses qui ont été faites, mais il y a encore plein de choses à faire. Donc je préfère me concentrer juste sur la France, ou en tout cas les pays francophones pour l'instant. Qui sait ce que l'avenir me réserve, mais honnêtement, pour l'instant, je suis très bien avec mon contenu français. J'ai encore plein d'idées en tête pour développer ça. Donc pour l'instant, l'international, c'est pas forcément quelque chose à court ou à moyen terme qui m'intéresse. Peut-être à long terme, mais pour l'instant, en tout cas, je suis bien avec ce que je fais en France. Et on approche de la fin avec Maxi Gigafit qui demande: crois-tu vraiment qu'on ait tous un potentiel maximum, une limite musculaire naturelle? Alors évidemment, on peut pas continuer à se développer indéfiniment d'année en année en année. Et je pense qu'on a effectivement une limite. Est-ce qu'on peut l'atteindre? Là est la question. À mon avis, on peut s'en rapprocher très près. Est-ce qu'on peut l'atteindre? Je suis pas certain qu'on puisse l'atteindre. Après, de toute façon, au bout d'un certain temps, les progrès sont tellement minimes que est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme de la progression et pas comme de la stagnation? Par exemple, moi, si je prends encore 100 grammes de muscle, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme de la progression? Parce que 100 grammes de muscle, ça ne se verra, enfin visiblement, on ne verra absolument pas la différence. Donc, on peut s'en rapprocher, on peut probablement pas l'atteindre, mais à partir d'un moment, la progression est tellement minime que autant apparenter ça à de la stagnation. Mais je pense pas que ce soit vraiment une question à se poser, parce que de toute façon, se dire qu'il y a une limite qu'on va atteindre un jour, je trouve que c'est vachement pessimiste. Et même si c'est probablement le cas, même si c'est probablement la réalité, à mon avis, psychologiquement parlant, c'est pas la meilleure chose à faire de se dire: ah ben, je peux pas atteindre plus que ça, et je vais me mettre des barrières psychologiques en me disant que une fois mon objectif atteint, je vais plus pouvoir bouger. Je pense que c'est pas vraiment la meilleure façon d'appréhender les choses. Et la dernière question, Capitaine Caverne. On parle souvent des bienfaits du sport, du lifestyle, etc. Pourquoi ne pas parler de son contraire? Ce que la musculation fait à notre corps à haute dose, et le jour où on arrête, qu'est-ce qui se passe? Aussi le fait de manger comme 4 chaque jour pour le transit, et surtout comment ne pas attraper la bigorexie. Ça, c'est une question très intéressante, hein. Et c'est pour ça que je termine sur cette question d'ailleurs. Alors oui, la musculation, mais comme tous les autres sports, à haute dose, ça peut être néfaste pour le corps et pour l'esprit, je pense, hein, mais comme tous les autres sports à haut niveau. Après, vous imaginez pas que 4 entraînements de musculation par semaine, c'est de la musculation à haute dose. Absolument pas. Vous êtes encore considéré comme un sportif amateur, entre guillemets. Donc on est loin de la musculation à haute dose. Mais je peux comprendre effectivement que ce soit un mode de vie
qui peut devenir obsessionnel en fin de compte, hein, parce qu'on a tendance à ne jamais être satisfait, on a tendance à vouloir toujours améliorer son entraînement, améliorer sa diète pour aller grappiller encore de la progression, des grammes de muscles et essayer de perdre le plus possible de gras. Donc ça peut être difficile à appréhender. Et comment ne pas attraper la bigorexie? Je pense qu'il n'y a aucune solution. Moi-même, après plus de 11 ans de musculation, je me trouve encore pas assez musclé. Alors, avec le temps et la maturité, je sais très bien, je suis conscient de mon physique, et je suis conscient que je suis déjà plus musclé qu'une très très grosse partie de la population, mais c'est pas pour autant que je suis satisfait. Après, avec le temps et encore une fois avec la maturité, disons que je suis plus réaliste. Je sais que, voilà, mon physique, j'ai travaillé dur pour l'avoir. Je sais qu'il est plutôt développé. Après, on aimerait tous être plus musclés. On aimerait tous être plus développés. On aimerait tous être moins gras. Donc, ne pas attraper la bigorexie, malheureusement, en faisant de la musculation, je crois que c'est pas possible. Tout le monde va être victime à un moment ou un autre de bigorexie. Et le jour où on arrête la musculation, qu'est-ce qui va se passer? Moi, personnellement, et très honnêtement, j'espère ne jamais arrêter la musculation. Si j'ai commencé la musculation, c'est pas juste pour me transformer, entre guillemets, et puis arrêter une fois que j'ai atteint mon objectif. Non. J'espère vraiment pouvoir continuer le plus longtemps possible. Et donc, je me pose pas la question de ce qui va se passer quand je vais arrêter, parce que j'envisage même pas le moment où je vais arrêter. Et vous ne devriez même pas envisager le moment où vous allez arrêter. Ou en tout cas, peut-être pas la musculation, mais la pratique sportive, vous devriez toujours en faire, à vie. Que ce soit 1, 2, 3, 4, 5 fois par semaine, vous devriez toujours avoir une activité sportive. Donc, le fait de se dire, je vais arrêter un jour, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon physique va se dégrader? Il faut enlever ça de votre tête. N'arrêtez pas la musculation. Et si vous arrêtez, évidemment que votre physique va se dégrader. Vous ne pouvez pas espérer conserver vos gains musculaires sans continuer à vous entretenir. Donc, on n'arrête pas la musculation. On continue à vie et vous conserverez un très bon physique. Et voilà, c'est terminé. On a, je crois, une bonne demi-heure de vidéo là. Donc, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. On le refera dans quelques mois. Si jamais ça vous a plu et que vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre. On s'abonne évidemment à la chaîne. On met un pouce en l'air. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.